Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette invitation au voyage spécial République dominicaine. Des palmiers, une eau turquoise, voilà l'image paradisiaque que beaucoup d'entre nous ont de ce coin des Caraïbes. Mais vous le savez, on aime faire des pas de côté dans l'invitation au voyage et aujourd'hui nous allons gratter l'écorce de ce petit pays qui a connu l'un des pires régimes d'Amérique latine. De Saint-Domingue à San Cristobal, aucun travers du dictateur Rafael Trujillo n'a échappé au prix Nobel Mario Vargas Llosa. C'est sa plume aiguisée qui guidera notre première étape. Ensuite, au pied de la cordillère septentrionale, nous chanterons, nous danserons en l'honneur du yucca. En République dominicaine, le yucca, ou si vous préférez le manioc, est dans toutes les assiettes. Et il a un pouvoir, faire ressurgir le passé précolombien du pays en quelques bouchées. Du yucca, il y en aura justement dans notre recette du jour, typique de la baie de Samana, du poisson au lait de coco. Et pour avoir du lait de coco, il ne faut pas simplement secouer le cocotier. Rendez-vous donc dans 40 minutes pour découvrir votre nouvelle cuisine sur cette plage secrète de Las Galeras. Enfin, dans la baie turquoise, elle aussi de Puerto Plata, nous jouerons les paléontologues. Un petit bout d'ambre comme celui-ci a fait briller les yeux de Michael Crichton, puis ceux de Steven Spielberg. Vous découvrirez de quelle manière inattendue est née l'idée de Jurassic Park. Maintenant que vous avez le programme dans ses grandes lignes, c'est le moment de jouer avec la devinette. Savez-vous pourquoi en 1938, la République dominicaine a été le seul pays à accueillir des Juifs ? Cette année-là, Franklin Roosevelt organise une conférence à Évian-les-Bains pour venir en aide aux Juifs qui fuient les atrocités du régime nazi. Plusieurs dizaines de pays y participent, mais un seul accepte de recevoir des réfugiés, la République dominicaine. Est-ce que vous savez pourquoi ? La réponse a un lien avec celui qui prend une belle petite fessée dans ce livre. Mais je ne vous en dis pas plus. La fête au bouc, c'est cet ouvrage de Mario Vargas Llosa qui va nous emmener en convoi présidentiel lors de notre première étape dominicaine. Au nord de la mer des Caraïbes, Saint-Domingue est le berceau du Nouveau Monde et la capitale de la République dominicaine. Un petit pays surtout connu pour ses plages paradisiaques et son tourisme all-inclusive. Mais la douceur affichée cache l'histoire tourmentée de cette île. Une histoire marquée par une dictature qui a duré 30 longues années entre 1930 et 1961 et qui a livré ce pays au caprice d'un seul homme, le général Trujillo. L'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, en a fait une œuvre qui littéralement prend aux tripes. Dans son livre « La fête au bouc », il met en scène le destin du peuple dominicain soumis à la tyrannie de cet homme. Bouffi de suffisance, dans son uniforme de généralissime, Trujillo est l'un des pires dictateurs qu'ait connu l'Amérique latine. Il sera abattu dans sa voiture un 30 mai, jour qui devient, sous la plume de Llosa, celui de la fête au bouc, un titre emprunté à une chanson dominicaine. Mêlant fiction et vérité, son roman nous fait vivre le retour d'une héroïne prénommée Urania sur son île natale. Fille d'un sénateur qui fut l'un des suppôts de Trujillo, elle revient voir son père après un long exil. Il s'agit en réalité d'un règlement de compte que l'écrivain entremêle du récit des derniers moments de la dictature. L'écrivain a eu l'idée d'écrire la fête au bouc durant un séjour à Saint-Domingue au milieu des années 60. Le livre est dédié à une certaine Lourdes et à son mari José Israel Cuello, un opposant au régime. Dans le parc cultural qui abritait autrefois la résidence du dictateur, José Israel Cuello aime se rappeler sa collaboration avec Vargas Llosa. La première fois qu'il est venu au pays, c'était dans le cadre d'un reportage qu'il réalisait pour la télévision française, pour laquelle il travaillait à l'époque. Il venait faire un reportage sur la République dominicaine. C'est son ami, Marianne de Tolentino, qui nous a présentés. Il voulait connaître l'opinion d'une personne qui, comme moi, avait un passé d'engagement politique. Et c'est là qu'il m'a confié qu'il souhaitait écrire sur Trujillo. Un beau jour, il m'a appelé, me disant qu'il était ici, à l'hôtel Iaragua, et qu'il était prêt à travailler. Et ainsi, nous avons collaboré ensemble très longtemps. 20 ans se sont écoulés depuis cette première rencontre.
Vargas Llosa est devenu un auteur mondialement reconnu. Les deux hommes se mettent en quête de toute la documentation disponible. L'écrivain parcourt les rues de Saint-Domingue, s'imprègne des récits des principaux acteurs de l'histoire. Un travail de titan et de fourmi. Il mettra 10 ans à écrire son roman. Autant que l'histoire d'un pays, c'est un regard sur la nature humaine dans ce qu'elle a de plus cruel. Vargas Llosa touche ici le sommet de son art. Vargas Llosa avait déjà écrit Conversation dans la cathédrale sur le thème de la dictature au Pérou. Il était passionné par le prototype, l'archétype du dictateur qu'était Trujillo. Et naturellement, pour un écrivain comme Llosa, se frotter à ce genre de personnage, c'était très attirant. On raconte que quand Garcia Marquez a découvert le livre de Vargas Llosa, il a dit « Il m'a volé le sujet ». Ce n'était peut-être pas vrai, mais c'était une belle histoire. Le visage du chef n'était plus celui, ironique et mélodramatique, du moment précédent. Son regard avait pris cette sombre fixité, décapante, impitoyable, destinée à rappeler qui commandait dans ce pays. Et qui avait droit de vie ou de mort en République dominicaine. Le thème du dictateur est en permanence dans l'esprit des auteurs sud-américains. Ceux qui n'en ont pas encore fait un livre ont au moins écrit des brouillons sur ce sujet. Parce que les dictateurs font partie de notre existence. Quand ils ne sont pas de gauche, ils sont de droite. Mais il est toujours question de dictature, de despotisme et d'intolérance. L'auteur a besoin d'une caricature de la vie. C'est excellent pour écrire. Pourtant, aucun Dominicain ne s'est intéressé à l'idée d'écrire sur notre dictateur. Llosa avait une vision panoramique du sujet, une distance qui lui permettait de voir les faits dans leur ensemble. Adossé à la ville coloniale, le Malecón, la promenade qui longe la côte, est aujourd'hui le siège des grandes chaînes hôtelières qui accueillent une clientèle d'affaires. C'est dans l'un de ces hôtels que l'héroïne de la fête au bouc, Urania, s'installe à son retour au pays. Le Malecón lui rappelle son enfance et ses promenades dominicales au bras de son père. Inspirée par le livre de Vargas Llosa, une petite agence locale propose depuis quelques années un tour insolite intitulé « La route du bouc ». Le circuit politico-culturel fait revivre les dernières heures du dictateur, juste avant l'attentat qui lui a coûté la vie le 30 mai 1961. Une visite particulière qui s'effectue à bord d'automobiles américaines des années 50, conduites par des chauffeurs en costume d'époque. Notre tour commence par la visite du Palais national, fréquenté du temps de la dictature par le père d'Urania. Nous nous trouvons devant le Palais national, le palais présidentiel de la République dominicaine, construit précisément durant la dictature de Trujillo. C'est le premier à en prendre possession et à y gouverner. Disons que c'est l'un des symboles de l'ère Trujillo, reflétant son mode de gouvernance. Il a été construit à la fin de l'année 1947, pendant les festivités du centenaire de l'indépendance dominicaine. La rage était mauvaise pour le gouvernement et pour son cœur. Elle le menait droit à l'infarctus. Peu à peu, il se calma. Il avait toujours su se contrôler quand il le fallait. Dissimuler, se montrer cordial, affectueux avec les pires ordures humaines, ses veuves, ses fils ou frères des traites, chaque fois que c'était nécessaire. C'est pourquoi il y aurait bientôt 32 ans que le poids d'un pays reposait sur ses épaules. La visite se poursuit en direction du quartier de Gascue. Dans le roman de Vargas Llosa, c'est ici que l'héroïne Urania a grandi. Et c'est ici qu'elle force son vieux père à replonger dans ses turpitudes. Nous
Nous sommes à Gascue, un quartier résidentiel qui est aujourd'hui celui de la classe moyenne. À l'époque de Trujillo, c'était le lieu de résidence d'une grande partie de la haute société, et surtout des acolytes de Trujillo qui gravitaient autour de lui. Beaucoup de ces maisons, très belles, sont de style art déco et ont été construites précisément à l'époque du dictateur. Aujourd'hui, Gascue est un quartier préservé en tant que patrimoine matériel de la République dominicaine. C'est, disons, l'un des lieux principaux du pouvoir à l'époque. Et c'est très bien raconté dans La Fête au Bouc de Vargas Llosa. Il y mentionne des gens qui quittent leur maison pour se rendre au palais présidentiel. C'est précisément cet endroit. La promenade nous mène dans d'autres lieux clés du livre, sur un site où fut inaugurée en 1955 une foire à la gloire de Trujillo. Plus de 60 bâtiments furent construits, un gouffre financier et un des actes les plus délirants de son règne. À 2 kilomètres de là, le tour s'achève sur la route qui relie Saint-Domingue à San Cristóbal, devant un mémorial dédié aux héros qui ont mis fin à cette dictature et l'ont payé de leur vie. Ici, c'est le point final de notre parcours. L'endroit où le tyran a été exécuté, la nuit du 30 mai 1961. C'est le lieu d'aboutissement d'un processus. Nos héros du 30 mai ont pu accomplir ce qu'ils avaient planifié pour se débarrasser du dictateur. L'artiste Silvano Logra nous montre sa vision des événements de cette nuit-là. Par exemple, ce visage caché, avec des mains ouvertes, aspirant à la liberté. Le visage est celui de Juan Messon, l'un des héros arrivés ici en 1959, qui a été torturé sur une chaise électrique. Dans le roman, l'auteur mélange les faits réels et des éléments nés de son imagination d'artiste. Et donc, en lisant l'œuvre, on se fait une idée assez précise de ce qui est arrivé ici le 30 mai. À 30 km à l'ouest de Saint-Domingue, San Cristóbal est une petite ville charmante. C'est là que fut signée la première constitution de la République dominicaine en 1844. Vargas Llosa lui fait une place dans son roman, car elle est aussi le lieu de naissance du dictateur qui y possédait de nombreuses résidences. Cette résidence, Trujillo l'avait fait construire pour y passer des moments de loisirs. Il y avait installé une piscine et avait fait aménager une plage, parce que les conditions naturelles de la côte ne permettaient pas d'avoir une plage pour la baignade. Quand son fils, Ramfi Martínez Trujillo, son garçon gâté, apprend la nouvelle de l'exécution de son père, il vient ici pour le venger. Il ordonne qu'on amène les prisonniers ici, à l'Hacienda Maria, pour les faire exécuter en sa présence. Mais de toutes les propriétés du dictateur, la plus célèbre est la maison de Caoba, la maison d'Acajou. Vargas Llosa en a fait le théâtre d'une scène cruciale du roman. Trujillo se retirait ici pour ses affaires privées et pour prendre soin de son immense domaine agricole dont les terres s'étendaient jusqu'aux portes de la ville. La nuit de sa mort, le dictateur était en route vers cette maison. Cette maison est célèbre pour 2 raisons. La première est que bien que sa structure soit en béton armé, elle était entièrement recouverte d'acajou et brillait comme un miroir aux yeux de tous ceux qui l'approchaient. La deuxième raison, c'est que c'était la résidence préférée de Trujillo, surtout quand il avait une jolie maîtresse. À la fin de son roman, Vargas Llosa décrit l'événement terrible survenu dans cette maison, nous dévoilant ainsi le tragique secret de son héroïne, Urania. Elle ne résistait pas. Elle se laissait toucher, caresser, embrasser, et son corps obéissait au mouvement des mains de son Excellence
et aux positions qui lui faisaient prendre. Mais elle ne répondait pas à ses caresses. Et quand elle ne fermait pas les yeux, elle fixait les lentes pâles du ventilateur. Cette scène fait référence à une jeune adolescente, fille d'un fonctionnaire de son gouvernement. Et cette scène que raconte Vargas Llosa dans son roman s'est déroulée dans cette maison d'Acajou. Malheureusement, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Ce n'est pas une fable. À la même époque que la dictature de Trujillo, un autre bourreau a sévi. Un bourreau des cœurs, celui-là. Rubirosa, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvinot. C'est l'un des plus grands séducteurs du XXe siècle et il est né à Saint-Domingue. Le romancier Mario Vargas Llosa l'évoque dans son livre La fête au bouc et il n'est pas le seul. Un autre Nobel de littérature également, Patrick Modiano, Georges Perec aussi, mais qui est Porfirio Rubirosa ? Un BG, comme disent les jeunes aujourd'hui, un beau gosse. Fils de diplomate, il entre d'abord dans la garde personnelle du dictateur Trujillo avant d'épouser sa fille. Les tourtereaux vivent en Europe, et en Europe, dans les années 30, quand on est BG, les tentations sont nombreuses. D'autant qu'il est séducteur et plutôt bien pourvu par Dame Nature. On donne très vite dans les restaurants parisiens le nom de Rubirosa au moulin à poivre version grand modèle. Paraît même que sur ce grand modèle, il pouvait faire tenir une table en équilibre. Mais non, c'est pas la peine de faire un dessin. Évidemment, beau papa, le dictateur n'est pas content, on divorce et pour Porfirio, c'est le début de la belle vie. Il enchaîne les mariages, la comédienne Danielle Darieux, la journaliste et millionnaire Doris Duke, et les conquêtes, réelles ou supposées, Patricia Kennedy, sœur de John, mais aussi Marilyn Monroe, Ava Gardner, Kim Novak, Veronica Lake, tout le gratin d'Hollywood. On lui prête également une liaison avec Evita Peron, un petit faible donc pour l'ambiance dictature. 5 mariages en 24 ans, le dernier avec une comédienne, une autre, Odile Rodin. Avec ça, toujours tiré à 4 épingles, l'élégance du dandy. On comprend pourquoi il est régulièrement en photo dans la presse de son vivant, comme de sa mort. Un marronnier du bois de Boulogne au volant d'une Ferrari 250 GT vient mettre un terme à tout ça. Paris Match lui consacre 10 pages et puis plus rien. Porfirio Rubirosa, comme tant d'autres, est tombé dans les oubliettes de la jet-set. Il faut bien savoir le choisir et le préparer, sinon vous risquez d'avaler une bonne petite quantité de cyanure. Le manioc, qu'on appelle le yucca en République dominicaine, a de sacrés pouvoirs. Il peut donc donner la mort, comme la vie. Et ça, les Dominicains ne sont pas prêts de l'oublier. Dans le nord de la République dominicaine, au pied de la cordillère septentrionale, un chant s'élève des entrailles de la terre. L'ode du peuple indien Taïno, cette première civilisation de l'île d'Hispaniola à leur plante sacrée, le yucca. Ce rite oublié, martyrisé, seuls quelques jeunes d'aujourd'hui s'attachent à essayer de le reproduire pour renouer avec le passé précolombien de l'île. Le rituel du yucca consiste à remercier ce que la terre nous donne. Le yucca nous rappelle que ce sont les racines qui nous alimentent. En plus de nourrir nos corps, il nourrit notre âme. Il nous connecte avec la sagesse, la mémoire ancestrale. Autrement connu sous le nom de manioc, le yucca dominicain était la plante totem des Taïnos qui peuplaient l'île entre le XIIIe et le XVIe siècle. Une source de vie divinisée sous les traits de la déesse Yuca'u. La forme de Yuca'u représente la base ferme de la terre et la connexion avec le cœur du ciel.
Notre ancêtre commun, c'est la Terre. Sa communion avec le Soleil et la Lune rend la vie possible. C'est pour cela que c'est notre mère à tous. C'est ce que Yucao nous enseigne. Si l'arrivée des conquistadors à partir de 1492 a eu raison de la civilisation taïna dans cette partie des Caraïbes, leur tubercule sacré leur a survécu. Consommé au cœur des foyers comme dans la rue sous forme de croquettes, de beignets ou de pain, il reste l'aliment de base de cette nation caraïbe aujourd'hui largement américanisée. Une ultime connexion, la plupart du temps inconsciente, à un passé amérindien persécuté. C'est l'héritage le plus important de nos Indiens taïnos. Pour le Dominicain, le yucca est l'une des racines principales. Je dirais même que c'est la plus importante de toutes. On en mange le matin, le midi et le soir. Pas seulement en accompagnement, bouillie ou frites, mais il y a aussi toute une série de plats de la gastronomie dominicaine que l'on prépare à base de yucca. C'est quelque chose qui nous vient du cœur, que l'on connaît depuis tout petit, que l'on mange tout le temps, que l'on a appris à aimer et à reconnaître. Dans l'est de la République dominicaine, à l'entrée de la paradisiaque péninsule de Samana, le parc national de Los Aitices renferme un dédale de 1600 km², surnommé la baie d'Along des Caraïbes. Cette cinquantaine d'îlots tropicaux et ce plus grand bois de mangroves de toute la région représentaient pour les Taïnos, peuple de pêcheurs et de cultivateurs de yucca, un Éden sacré. Aitices est un terme indigène qui signifie les hauteurs, les montagnes nombreuses. Ici s'est formée une biodiversité très particulière, notamment des oiseaux dans cette zone. C'est le seul endroit de l'île où l'on trouve la buse d'Hispaniola. Pour les Taïnos, il y avait ici des manifestations naturelles extrêmement importantes, la présence du soleil et la présence des pluies les plus abondantes de toute l'île. Dans d'autres parties de l'île, les Taïnos devaient implorer Boinayel, leur dieu de la pluie, pour qu'il pleuve. Mais ici, Boinayel se manifestait quasiment tous les jours par la pluie. À l'arrivée des conquistadors en 1492, ce parc mystérieux, isolé à des kilomètres de la côte, devient le dernier refuge des Taïnos. Surtout grâce à près de 15 000 grottes enfouies à l'intérieur des mangroves. Dans la mythologie taïna, c'est dans une grotte qu'est née la majeure partie de l'humanité. Pour eux, les grottes sont l'origine de tout. Et au moment de mourir, ils vont aussi dans les grottes. La route vers le ciel passe par la grotte. Mais les Espagnols, comme tous les Occidentaux, avaient peur des cavernes et les Indiens le savaient. Alors ils se sont réfugiés dans les grottes, en particulier dans les grottes les plus éloignées comme celle-ci, cachées sous les bois pour échapper à l'assaut des Espagnols. Exploités et torturés, les Taïnos s'éteignent en 1565. Mais leurs empreintes subsistent dans ces ultimes refuges. Des milliers de pétroglyphes et peintures rupestres y évoquent leur vie quotidienne, leurs rites, leurs croyances envers les divinités, comme Boinayel, le dieu de la pluie,
indispensable pour la culture du yucca. Boy Nayel avait un aspect humain, principalement le visage, et le plus important était ses yeux. De ses yeux naissait la pluie qui arrosait toute l'île. Le yucca, qui était le principal produit agricole, devait avoir la garantie qu'il y ait de l'eau. Pour les autochtones, l'alimentation était sacrée, tellement sacrée qu'ils la partageaient avec leurs dieux lors des offrandes. Les dieux recevaient eux aussi leur ration de nourriture et ils protégeaient la production. Donc il y avait une relation sacrée, intime entre la production de yucca et les prières envers leurs dieux. À 300 km plus à l'ouest, à l'intérieur des terres, c'est autour du lac de Moncion que les Dominicains font perdurer la plus grande recette héritée des Taínos. À l'origine, les Indiens cultivaient principalement le yucca amer, une variété dans laquelle se cache un poison violent, fatal pour qui ne sait pas la préparer. Au départ, les Indiens le consommaient cru, mais ils mouraient intoxiqués. Grillés, ils s'intoxiquaient aussi. En ragoût, la même chose. Ils se sont dit, il y a bien une manière de manger ce tubercule. Alors ils ont inventé une sorte de pilon de pierre et de bois. Ils ont râpé le yucca amer, puis pressé le cyanure, ce poison contenu dans l'eau de yucca amer, et c'est ainsi qu'est né le cassabé. Les Taínos inventent le cassabé, cette galette élaborée à partir de yucca amer, râpé et séché. Le pain des Indiens, comme l'appelleront les colonisateurs espagnols, sera au départ dénigré par les Européens. Mais ironie de l'histoire, c'est bien ce cassabé qui va leur sauver la vie au moment des grandes traversées de l'Atlantique. En cuisant sur cette pierre chaude, après avoir extrait tout le liquide, le cassabé n'a plus aucune humidité. C'est un produit complètement sec. Alors, il peut se conserver. Le cassabé naturel se conserve parfaitement une année. Cela a beaucoup aidé les conquistadors, car le cassabé ne s'abîmait pas comme le pain des Européens qui périmait rapidement. Ils pouvaient le transporter en grande quantité et ils avaient de quoi s'alimenter pendant plusieurs mois, pendant toute la durée des traversées. Le cassabé a survécu à l'extinction des Taínos, à la décolonisation. Il s'est ancré dans la culture populaire dominicaine. L'histoire commune des Dominicains et du yucca continue de s'écrire dans la vallée du Cibao, au cœur des champs les plus fertiles de l'île. À chaque plant de yucca arraché à la terre, c'est la racine d'une âme indigène martyrisée et bafouée que les paysans entretiennent. Pour moi, il y a une émotion énorme à cultiver du yucca. J'adore faire pousser du yucca parce que c'est une tradition pour moi. C'est un produit que l'on vend en toute saison. Mes grands-parents me disaient que la tradition de semer du yucca devait continuer. Car c'est un aliment robuste qui se cultive toute l'année et qui vient des Indiens. Ils m'ont raconté ça toute ma vie. Et ensuite, mon père a continué à planter du yucca. Maintenant, c'est moi. Et ensuite, je crois que mon petit-fils va continuer. Je l'espère. Désormais, le yucca fait partie de la vie quotidienne des Dominicains. À Saint-Domingue, la capitale,
on le dévore du matin au soir comme une madeleine qui ravive des souvenirs trop longtemps enfouis. Monsieur, vous pouvez m'en donner une, s'il vous plaît? Elles sont à quoi? Au fromage. Parfait. C'est la forme la plus classique. On l'a fait avec de la purée de yucca. C'est l'un des délices de la cuisine de rue dominicaine. On les trouve dans tous les quartiers et aussi à l'extérieur de la ville, dans les campagnes. Carlos Esteves, chef gastronomique, fait partie de ces rares dominicains qui veulent donner ses lettres de noblesse au yucca. Il a imaginé un plat politique autour de cet héritage, une composition appelée Carnaval de Yucca. Chaque élément évoque le sacrifice des Taínos. Le rouge du sang versé dans les combats contre les conquistadors, le bleu de la mer des Caraïbes, la terre noire où naît le yucca et enfin la fumée qui permettait aux Indiens d'accéder à leur divinité. La philosophie de ce plat, c'est de faire ressurgir ce produit ancestral qu'est le yucca, auquel, souvent, nous ne donnons pas l'importance qu'il mérite. Donc, l'idée, c'est de l'ancrer dans le présent, avec un plat très moderne, avec beaucoup de techniques et de couleurs. On a l'habitude de manger du yucca, mais sans vraiment y réfléchir. Moi, j'y pense grâce à mon père, qui m'a inculqué cette part si forte de notre culture gastronomique. Peu à peu, les Dominicains reconnectent avec leur passé précolombien longtemps effacé. Dans les plantations de yucca qui continuent de façonner les campagnes, la réappropriation de cette mémoire collective est en train de s'imprimer. On a commencé à se régaler avec le chef Esteves, eh bien, on n'en a pas fini avec le plaisir gustatif. Cette fois, c'est Melvin qui titille nos papilles. On a rendez-vous sur son bateau, dans la baie de Samana, pour une cuisine toute simple, mais paradisiaque. Aujourd'hui, c'est dimanche. Avec les copains, on part à la plage, on va cuisiner du poisson au lait de coco et partager quelques bières. Nous voici arrivés sur une des plages secrètes de Las Galeras. On va commencer à préparer le feu. Le dimanche, c'est très populaire de venir à la plage et de cuisiner au feu de bois. Je le fais très souvent. On va commencer par nettoyer le poisson. Je fais des entailles. Les saveurs vont imprégner la chair. Ce poisson vient d'ici, de la côte. Il s'appelle le rubia. C'est très bon. Il a une chair blanche et il est très savoureux. Il est super frais. Il a été pris cette nuit par les pêcheurs du village. Je l'ai acheté ce matin. Ça, c'est de l'igname. Ça ressemble à une pomme de terre, mais c'est plus sucré. Attention, sa peau peut être urticante. Nous continuons avec le manioc. Avec ça, tu fais du pain, des galettes. C'est assez fade, donc il faut ajouter un peu de sel dans l'eau de cuisson. On continue avec la célèbre banane plantain. Le poisson à la noix de coco est le plat typique de la baie de Samana. Ici, on utilise toujours de la coco fraîche, naturelle, car nous en avons partout. On n'achète jamais le lait en conserve. Nous sommes l'une des plus grandes zones cocotières au monde. Enfin, nous l'étions, parce qu'avec les ouragans et les cyclones, beaucoup d'arbres sont tombés. Pour obtenir du lait de coco, je verse de l'eau. Regardez-les, ceux-là. C'est toujours moi qui m'occupe de la cuisine. Et eux, ils sont tranquilles. Mais bon, on leur fera faire la vaisselle. Là, j'ajoute de la birra.
Comptez 15 minutes de cuisson. Tout dépend du feu. Dès que le lait bout, on peut ajouter le poisson. En attendant le déjeuner, on va prendre des cocos. Je vais monter dans l'arbre. Les gars, venez, c'est prêt. Déjà que vous ne m'avez pas aidé à cuisiner, vous pouvez au moins venir manger. Et voilà un dimanche parfait. Un bon repas et une bière fraîche. Santé! C'est très bon. J'aime beaucoup. Ma mère aussi cuisine ce plat à la maison. Cette ombre, c'est le petit souvenir du jour. On nous l'a rapporté de la province de Puerto Plata, qu'on surnomme d'ailleurs la Côte d'Ambre. Et on a eu de la chance d'éviter le supplément de bagages à la douane parce qu'il cache une grosse bestiole. C'est l'histoire inattendue. Il nous reste quelques minutes pour clore cette spéciale. Voilà donc la réponse à la devinette. Pourquoi, en 1938, la République dominicaine a été le seul pays à accueillir des Juifs? Eh bien, alors attention, c'est sordide, c'était pour faire venir plus de Blancs sur l'île. Cette idée totalement raciste, on la doit au dictateur Trujillo. À la fin des années 30, il a besoin de redorer son image. Il propose d'accueillir 100 000 Juifs. Le problème, c'est que cet élan de générosité cache une réalité beaucoup moins reluisante. Il veut en fait favoriser les unions mixtes pour diminuer la part de sang noir dans la population dominicaine. Son plan a totalement échoué d'ailleurs, puisque la plupart des quelques centaines de Juifs venus en République dominicaine sont très vite repartis pour les États-Unis. Il ne me reste plus qu'à vous dire hasta luego.